c'est bon pour vous? Ouais, très Oui, bien. Super. oui, c'est bon. Donc, Oui, c'est bien. je vous lis cette fameuse clause qui est Oui. obligatoire. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux devraient être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation et à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà. Donc, on va commencer. Alors ce soir, c'est la première session de toute une suite qui va vraisemblablement durer jusqu'au mois de mai, puisqu'il y aura 8 soirées tous les jeudis soirs dans cette même salle à 20 heures, sauf cas exceptionnel, mais je pense que ça va bien se passer. Alors ce soir, bon, pour l'inauguration entre guillemets de cette série, il faut que je vous dise beaucoup de choses. Et je ne les répéterai pas les prochaines fois, mais là, il faut que vous soyez quand même au courant de quelques petites informations. Donc, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle Joël, je suis donc enseignant à la Cache Fondation depuis pratiquement 2 ans, un peu plus même. Je suis retraité, j'ai une formation scientifique d'ingénieur-chercheur en mécanique appliquée. Et puis, bon, j'ai déjà fait des cours l'année dernière et puis en 2019 pour la création des GANS. On a fait ça sous forme de module d'enseignement où j'ai eu quand même quelques personnes qui se sont appliquées après à faire des GANS. Et donc, je vous propose ce soir d'ouvrir une session d'information consacrée à la science du plasma. Alors, bien sûr, il y a plusieurs niveaux et là, on est dans le niveau débutant. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais entendu parler ni de la Cache Fondation ni du plasma, eh bien, vous êtes à la bonne place. Donc, avant de continuer, il faut que je vous dise comment on a lancé cette diffusion en France. Donc, pour mes activités au sein de la Fondation, je suis en contact avec des groupes de la Fondation à l'étranger, et plus particulièrement, on va dire, avec l'Australie, le Brésil et l'Italie. Et j'ai donc assisté au cours dispensé par le monsieur que vous voyez à l'écran, tout de suite, qui s'appelle Alexandre Skorik, qui est un Canadien, et qui est une personnalité importante dans le système éducatif de la Cache Fondation. Alors Alex, il a créé ces sessions sur la connaissance de la science du plasma, parce que M. Cache a émis le souhait d'ouvrir complètement l'enseignement à travers une connaissance, on va dire, graduelle, c'est-à-dire progressive, de la science du plasma. Bon, aujourd'hui, mis à part ces sessions que vous allez avoir, vous pouvez vous informer sur le site de la Fondation. Il y a même une plateforme qui est réservée aux étudiants de la Cache Fondation. Il y a les sessions Zoom, bien sûr, il y a les replays, et puis depuis très peu de temps, il y a une chaîne de télévision qui vient d'être lancée. Donc, de mon côté, quand j'ai assisté à ces cours, j'ai été très séduit parce qu'en fait, quand nous, on est arrivé avec Daniel dans la fondation, on n'avait pas tout ça, et puis il nous manquait quand même des choses pour commencer à évoluer, puisqu'on était très intéressés, et moi particulièrement, puisque je sais que Daniel suit beaucoup plus Grabovoy, Monsieur Grabovoy, et moi Monsieur Cash, donc comme ça ça fait le bon équilibre. Et donc, j'ai contacté Alex pour lui dire que je pouvais l'aider et éventuellement diffuser ses cours dans la francophonie.
Donc j'ai commencé à traduire les cours en français parce qu'ils sont tous bien sûr en anglais ou en italien. Je suis pas très fort en italien, mais bon, je comprends un petit peu l'anglais. On a discuté de certains points techniques parce que bon, il y avait des choses qui j'ai besoin d'éclaircissement et puis on a apporté des modifications. Ensuite, bon, comme il n'y avait pas de fil conducteur, j'ai choisi la meilleure option de progression parce que comme j'ai suivi les cours avec les Brésiliens, les Italiens, j'ai vu qu'il y avait une progression qui variait un petit peu et puis j'ai choisi celle qui a été proposée aux Brésiliens parce que je trouve elle est beaucoup plus fluide, on va dire. C'est vous qui jugerez d'ailleurs, hein, mais que celle qui a été proposée aux Italiens. Donc j'ai remixé tous ces cours, refait les diaporamas avec des figures améliorées suite aux points techniques qu'on avait soulevés. Et puis ensuite j'ai donné une maquette de cours à Alex qui a validé tout de suite, quoi. Donc ben, c'est pour ça que je suis ici ce soir avec vous pour vous proposer ce voyage dans la science du plasma. Alors en fait, ce voyage, il est composé de trois parties. Il y a le niveau 1 qui est le niveau débutant. Ensuite, il y a un niveau 2 qui, vous devinez, est un niveau intermédiaire. Et puis le niveau 3 qui est un niveau qui est assez avancé et qui permet aux chercheurs et aux gens vraiment qui veulent rentrer dans cette technologie de faire des expériences de plus en plus évoluées. Alors donc on est parti pour, je pense, 8 séances, hein. On verra ce que vous en pensez. Je vous interviewerai tout à l'heure. Mais je sais que ce soir, il y a des personnes qui découvrent la technologie. On a eu beaucoup de mails avec Daniel sur ce sujet. Et donc, je vais faire à leur intention, dans les prochaines minutes, une brève présentation de la fondation et puis de ses activités. Alors bon, ce soir, ça va être au niveau des découvertes. On va faire le job, mais vous n'allez pas avoir une session complète puisque je vais passer du temps pour présenter la fondation, sachant que bien sûr, il faut qu'on se limite à moins de 2 heures de session. Parce qu'après, j'estime que c'est difficile, les gens décrochent un petit peu, et donc je pense que c'est la bonne longueur. Alors, dans le déroulement des sessions, eh bien, c'est comme si vous aviez une boîte à outils vide, et moi je vais vous donner des outils pour, du moins j'espère que je vais réussir, à vous donner des outils pour travailler, réaliser des gants, ou même toute autre chose, hein. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va s'étayer. Vous allez comprendre de mieux en mieux ce qui se passe parce que, en fait, le domaine de la science des plasmas, eh bien, c'est qu'on voit rien du tout. Alors, vous verrez que, c'est le cas de dire, vous verrez que dans quelques états, on voit, mais après, le plasma, on ne le voit pas, hein. Donc, on va voir pourquoi. Euh, donc, tous les gens qui veulent travailler après, et en particulier ceux qui sont inscrits dans les stages GANS et même ceux qui veulent faire des MAGRAV encore, je leur conseille de suivre l'intégralité des sessions parce que ils vont avoir une vue beaucoup plus pertinente sur ce qu'ils font. Alors le direct, bien sûr, c'est quand même bien parce que vous voyez, ce soir, vous allez pouvoir me poser des questions. Mais dès que possible, on va faire des replays qui seront positionnés par Jean-Sébastien qui est coopérant avec moi ce soir. Jean-Sébastien, il s'occupe de mettre tous les replays sur la plateforme BitChute. C'est un gros boulot qu'il assume et que je le félicite encore tous les jours parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc, ce qui va se passer aussi, c'est qu'au niveau de la forme des diaporamas, moi j'ai tout refait de telle sorte que ce que je vais dire oralement est directement écrit sur les diapos. Alors pourquoi j'ai pris ça parce que je me suis dit que si un jour vous n'avez pas de vidéo, à partir d'un simple PDF, si on vous envoie les PDF, si vous les souhaitez, bien sûr, hein, vous pouvez, à partir d'un simple PDF, vous pouvez travailler et puis vous y retrouver facilement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc tout ce qui est inscrit sur les diapos, ça va quand même vous permettre de mémoriser des choses, un petit peu comme c'est fait chez Grégory Herbovoy. Alors le contenu des sessions, bien sûr, on va commencer par une progression très simple dans la connaissance. Les définitions qui vont vous être proposées par exemple ce soir, dans un premier temps, seront très simplifiées, et au fur et à mesure, il va y avoir des ajustements sur ces définitions, et vous allez voir qu'à la fin,
la définition sera complète au fur et à mesure qu'on va progresser dans les différentes sessions. Et bien sûr, d'une session à l'autre, il y aura des rappels, des points de révision pour une connexion logique avec les informations que vous recevez. Voilà. Alors sur le plan pratique, j'ai quand même un petit souci, il faut que je vous le dise. Nous avons ici pas mal de coupures de réseau Internet. Et donc si cela se produit comme l'autre jour, ne vous inquiétez pas, vous restez connecté. Et moi de mon côté, je parlerai depuis mon téléphone. Et en même temps, je me reconnecterai. Voilà. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions? C'est parfait, je crois. Si vous en avez pas, eh bien, c'est merveilleux, on va pouvoir attaquer tout de suite. Bonsoir Joël, c'est Catherine. Salut Je voulais te Catherine. demander, moi, j'ai un truc où c'est marqué enregistrer. On ne peut pas enregistrer directement. Tu peux pas enregistrer là? Ben non, parce qu'ils disent que je dois demander la permission. Alors si Jean-Sébastien veut bien le faire, alors attends, parce que moi j'ai pas... Là j'ai plus la... Attendez, bougez pas. Je vais me débrouiller. Autrement, Sébastien, tu peux le faire si tu veux. Il suffit d'aller sur la liste des panélistes. Ouais, autoriser l'enregistrement C'est de fichiers ça, locaux. en bas à droite. Ouais. Parce Pour que là, moi, Catherine, c'est tout bon. je suis avec deux écrans pour Merci. gérer le diaporama. Merci beaucoup. Ouais, vous pouvez enregistrer si vous voulez. Hein, si ça vous fait plaisir, vous aurez l'enregistrement sur votre ordinateur. D'accord. Oui, moi je veux bien aussi. C'est Ouais. Patricia, je veux bien aussi. Vous le signalez à Jean-Sébastien qui va gérer ça. Merci. On va converser alors. Il y a déjà tout autorisé, hein. Moi, je viens de le faire, ça marche. Il n'y a pas de problème. Merci Non, beaucoup. pas moi. Allez, coupez vos micros s'il vous plaît parce que c'est quand même enregistré. Attends, Joël, juste une petite question. Pour ceux qui ne peuvent pas enregistrer en direct, là, le replay, on le retrouvera quelque part? Oui, je viens de le dire, on le retrouvera sur la plateforme BitChute et on vous enverra le lien qui vous permettra de vous connecter. Ok, je suis désolée. Ok, je te remercie. Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, si tu peux me brancher, moi. Moi aussi, je souhaite enregistrer. Hein. Oui, moi aussi. Voilà, Jean-Sébastien, Voilà, moi, je souhaite enregistrer. Oui, je m'en occupe. merci. Merci. Jean-Sébastien, il est très dévoué, c'est une personne qui est arrivée assez récemment et qui fait un sacré boulot, je peux vous dire. Il a fait plein de traductions, il fait plein de trucs. Comme ça, On y va. comme ça. Est-ce que vous êtes prêts là? Ah oui, on est prêt. Allez, ça part. Alors, Jean, Donc, voici Monsieur Kesh. Là, c'est le même. Oui. Comment je prends celui-là. J'ai plus c'est que Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, 3 niveaux de formation. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez couper tous les micros en même temps si vous voulez de votre côté. allez, vous pouvez aider. est plus favorable qu'elle ne l'était l'année dernière. Et s'il accepte, Coupez vos micros, Il y aura s'il vous toujours plaît. Je peux Il y pas aura toujours démarrer un là. micro ouvert, donc il faut que vous J'ai fermiez coupé. vos micros, tout le monde. Voilà. Merci. Donc, je vous présente Monsieur Kesh. Et donc, Monsieur Kesh, c'est la personne qui a créé la Kesh Foundation. Il y a de cela, je crois, 2 décennies maintenant. Et c'est un ingénieur, chercheur, physicien, atomiste de haut niveau. Hein. Et donc, il a fait un travail remarquable. On partage. Regarde. Voilà, c'est pas possible. Là. On a mangé ce midi, non? Tu comprends le même. C'est un stade différent. Pareil, Balnéo. Micro. Pareil, Balnéo, voilà. Vous coupez vos micros. Donc, comme je vous disais, Monsieur Kesh a créé la fondation Kesh il y a environ 2 décennies maintenant. Il a fait beaucoup de travail pour aboutir justement au système où on est à l'heure actuelle. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications. Et je voulais vous rassurer aussi, parce qu'il a dit l'autre jour que le créateur ne nous propose pas d'université. Il n'y a pas non plus d'université dans l'univers. Il n'y a pas de diplôme. N'importe qui, j'insiste bien là-dessus, peut recevoir la connaissance universelle ultime s'il donne inconditionnellement. Et apprendre qu'en donnant inconditionnellement, nous élargissons notre capacité à recevoir davantage. Et ça, je trouve que ça reflète vraiment l'esprit de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines avec vous. Alors, on est parti.
Alors j'ai choisi une photo un petit peu spéciale. C'est une photo prise de la Station spatiale internationale, l'ISS. Et je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc sympa pour démarrer. Et donc on va imaginer que tous on est dans l'ISS et qu'on fait le tour de la Terre. Sauf que au lieu de la Terre, eh bien, on va faire le tour de la science du plasma. Et on va pas atterrir. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une vue globale de cette science. Et le but, c'est pas d'aller voir en profondeur tout de suite. Donc on va survoler toute cette science du plasma avec ces 8 séances-là. Donc vous allez avoir une vue globale. Et puis en même temps, parce que dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des choses, et qui travaillent, qui ont fait des magraves, qui ont fait des gans. Donc je dirais, entre guillemets, ce sont des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience. Et par rapport au nouveau, on peut faire un pont de connaissances parce qu'on est prêt à aider toute personne qui, bien sûr, sera intéressée par cette science. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment s'investir, eh bien, ils auront d'entrée, pas comme nous au début avec Daniel quand on a commencé, mais ils auront d'entrée le vocabulaire adapté. Alors ensuite, il y a 2 autres niveaux que je suis prêt à diffuser plus tard, si vous le souhaitez, bien sûr. C'est l'approfondissement des informations des niveaux précédents, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que on évolue, on fera poser l'ISS sur différents continents, chaque continent étant un sujet particulier de cette science du plasma. Et là, quand on regardera ça de plus près, eh bien forcément, il y aura des choses nouvelles qui vont apparaître. Ensuite, bien sûr, le dernier niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un niveau qui est réservé aux gens qui font des avancées technologiques pour la fondation, mais ça sera avec plaisir qu'on l'adaptera et puis vous pourrez aussi en prendre connaissance. Alors, si je reviens au niveau 1 qui nous intéresse pour faire cette approche graduelle, comme je l'ai marqué, on va parler de la création de la matière, on va parler des différents états physiques et plasmatiques. Alors les états physiques, vous le devinez, ce sont des états qu'on peut voir, on va voir ce que c'est qu'un état aussi, bien sûr. Et puis les états plasmatiques, on ne les voit pas, mais il y a beaucoup d'énergie. C'est ce qui est le plus intéressant d'ailleurs dans cette science. Et ensuite, on verra les caractéristiques du plasma. Alors tout de suite, je viens vous présenter la Fondation Kesch très très rapidement, et on pourrait en parler pendant des heures, parce que M. Kesch a fait plus de 8 ans de cours tous les jeudis, plus toutes les réunions. Enfin, c'est vraiment une encyclopédie en je ne sais pas combien de volumes d'ailleurs, parce que c'est impressionnant. Et donc, les buts initiaux, et qui n'ont pas varié, bien sûr, c'est de développer de nouvelles connaissances technologiques et scientifiques. Scientifiques d'abord, à propos des champs magnétiques et gravitationnels qu'on va voir tout à l'heure. Et qui dit connaissances scientifiques permet de mettre au point des technologies. Et ces technologies, après, on peut les proposer comme des solutions pour pallier, Dieu sait s'il y en a, des problèmes qu'on a sur notre planète. Alors en premier lieu, c'est la famine, parce que, bon, nous ici, nous sommes dans des pays privilégiés, on va dire, par rapport à d'autres où c'est un désastre. Et donc, la famine, eh bien, on peut la juguler en multipliant les récoltes, avec des produits qui sont 100% sains, c'est-à-dire complètement exempts de produits chimiques. Ensuite, on peut travailler aussi sur la pénurie d'eau. On va voir assez vite comment on peut faire. On travaille aussi sur la pollution de l'environnement, parce que là c'est pareil, il y a des champs magnétiques et gravitationnels qui sont dépolluants, ils sont assainissants. Ensuite, vous avez la santé, on ne doit pas trop en parler, vous l'avez bien compris, dans ce genre de session, mais moi je prends la liberté de vous dire que au niveau de la santé, on a la possibilité de mettre à disposition des champs pour équilibrer le corps, et puis même soigner. Ensuite, les transports, eh bien, il y a des technologies qui sont spécifiques sur les transports. L'énergie, c'est un peu mon dada,
Et avec l'agriculture, eh bien, on peut mettre à disposition des technologies nouvelles, hein, complètement nouvelles, et aussi dans le domaine spatial. Et enfin, et le plus important, c'est qu'avec ces technologies, on peut réaliser l'osmose, le lien entre la science du plasma et l'âme. En clair, tout est lié par les champs magnétiques et gravitationnels. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, je continue. Bonjour. Bonjour, est-ce que tout le monde voit bien le bas de l'écran? Parce que moi, je ne vois pas très bien réaliser l'osmose. Est-ce que tout le monde voit bien tout le bas de l'écran? Oui. Oui, oui. Non. Non. Oui. Oui, Oui. oui, Oui. on voit bien. Oui. On ne Bon. le voit pas. Ok, on coupe les micros, merci. Donc le concept. En fait, on va chercher à utiliser les champs magnétiques et gravitationnels qui sont partout disponibles dans l'univers. Et ils sont à côté de nous, ils sont partout, partout, partout. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. En fait, bon, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas bien tout ça. Mais dans l'air ambiant, nous avons des champs magnétiques et gravitationnels. Nous générons aussi des champs magnétiques et gravitationnels. Les plantes, tout le domaine du vivant, les planètes et tutti quanti. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va utiliser les champs magnétiques et gravitationnels qui sont donc disponibles pour amener les peuples verticaux et horizontaux, qui sont sur Terre, bien sûr, à un nouvel équilibre, et on va les ramener donc à la norme et à la paix mondiale. Parce que quand tout le monde est à la norme et que tout va bien, et qu'il n'y a plus ni de gens qui nous embêtent, parce qu'ils sont tous remis à la norme, il n'y a plus aucun problème au niveau de la paix mondiale. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le peuple vertical, c'est le peuple végétal. Les peuples horizontaux, ce sont les hommes et les animaux. Alors, quel est le principe autour de tout ça? En fait, on a, au départ, on a des rayons magnétiques qui se baladent dans l'espace. Et sous certaines conditions, il crée un paquet d'énergie qui lui-même va générer son plasma, c'est-à-dire son énergie, et ses propres champs magnétiques et gravitationnels. Alors pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire, parce que je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous montrer, c'est une vue d'ordinateur bien sûr, et c'est une simulation parce qu'on ne peut pas filmer ça. Je vais donc vous montrer que deux rayons qui sont jumeaux. Alors le terme jumeau, il est vraiment approprié parce que il faut vraiment qu'ils soient parfaitement jumeaux. Ça existe, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc vous allez voir que deux de ces rayons vont converger, ils vont s'enrouler, ils vont créer une boule d'énergie qu'on appelle une boule de plasma. Et cette boule de plasma, sans entrer dans les détails tout de suite, va être un petit peu complexe à l'intérieur, mais elle va générer des champs magnétiques et des champs gravitationnels. Alors je déroule la vidéo tout de suite, elle ne dure pas longtemps, et vous allez vous rendre compte tout de suite. Voilà, alors donc on a un rayon magnétique qui va en croiser un autre qui arrive en haut de l'écran, et ensuite il y a une espèce d'enroulement qui se crée, une interaction, on appelle ça une interaction, et ça crée une boule de plasma qui, elle, va générer autour en orange, c'est simulé en orange ici. On voit par le pôle nord une sortie et par le pôle sud une entrée de ces champs. Hein. Donc ça, c'est un schéma qu'on va retrouver fréquemment dans tous les exposés, hein, parce que c'est la base de la science du plasma. Voilà. Donc, déjà, on peut dire qu'il y a une similitude avec ce qui se passe avec notre globe terrestre, hein, puisqu'on a un pôle nord, un pôle sud, et notre Terre, comme vous le savez déjà, a des champs magnétiques et gravitationnels. Alors, parallèlement à ça... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez donner la définition d'un champ magnétique par rapport au gravitationnel, s'il vous plaît? C'est le but de ces sessions. J'y viens doucement parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Vous allez le savoir, il n'y a aucun problème. Donc, il y a un deuxième aspect des choses, c'est que la création de la vie sur la Terre. Il faut savoir que la vie sur Terre, elle a été possible grâce à 4 éléments fondamentaux: le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote.
Alors, bien sûr, ces éléments, ils étaient présents sur Terre il y a des millions et des millions d'années, bien évidemment. Il faut savoir que dans le système solaire, la Terre est exposée directement au champ magnétique et gravitationnel du Soleil, avec un cycle de 12 heures, hein, puisque il y a 12 heures de nuit, on va dire, entre guillemets, et puis 12 heures de jour. Quand on est en journée ici en France, eh bien, notre champ magnétique terrestre est comprimé par le champ magnétique du Soleil. La limite entre les deux c'est une frontière imaginaire qui s'appelle la magnétosphère. Dans la zone de la magnétosphère, à l'extérieur de la magnétosphère, il y a un champ d'azote qui se crée, qui est très puissant. Alors il se crée, je parle au présent, mais il y a des centaines de millions d'années où c'était déjà comme ça. Et l'azote a fini par pénétrer la magnétosphère. Et donc, cette combinaison de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote a pu créer des acides aminés qui ont créé la vie. Il faut savoir que 96% de notre biologie est constituée de ces 4 éléments. Et donc, vous comprenez bien que, sans entrer dans les détails des 4% qui restent, ce n'est pas le but ce soir, ces 96%, ils influent sur notre corps, sur les animaux et sur tout le domaine végétal. Alors ils peuvent être captés, bien sûr, car ils sont disponibles partout autour de nous en quantité illimitée par l'intermédiaire de leur champ magnétique et gravitationnel. Alors, Monsieur Kesh a eu un challenge énorme dès le départ, bien conscient de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il cherchait à capter, bien sûr, ces champs magnétiques et gravitationnels. Ils ont travaillé pendant des mois et des mois pour finalement élaborer un système qui est pratiquement celui qui fonctionne avec les feuilles de la végétation, hein. Chaque feuille a un épiderme supérieur qui est brillant et un épiderme inférieur qui est mat. Et donc, ils se sont aperçus que, il y a une coupe au milieu là, de ce diaporama, de cette diapo. Vous voyez qu'il y a tout un système entre les deux épidermes c'est une usine, hein, qui transforme le CO2 en oxygène. L'oxygène est rejeté, le CO2 est absorbé, l'oxygène est rejeté. Donc, ils ont observé tout ça avec des biologistes et des spécialistes. Ils se sont aperçus qu'une plaque de cuivre qui est revêtue de carbone, qui est mise dans l'eau salée, avec une plaque de zinc pure en face, eh bien, elle a le même fonctionnement. C'est-à-dire que dans ce système-là, on va pouvoir capter les champs magnétiques et gravitationnels. C'est-à-dire, là, vous avez un petit schéma qui vous montre ça, hein, une plaque de cuivre d'un côté, la plaque de zinc de l'autre. C'est sur le schéma de gauche. Alors, au départ, il y a un petit montage à faire. On n'en parle pas ce soir parce que ce n'est pas le but tout de suite, là. On met tout ça dans l'eau salée et par des combinaisons qu'on aura l'occasion de voir ensemble, eh bien, il y a création d'un champ de carbone qui va pouvoir attirer tous les carbones, oxygène, hydrogène et azote qui sont dans l'environnement immédiat. Le résultat de tout ça, c'est que quand il va y avoir ces 4 composants qui vont rentrer dans l'eau, ils vont s'oxyder. Pour faire très simple, hein. Ils vont s'oxyder, et il va y avoir 2 choses qui vont apparaître. Il y aura des acides aminés en surface, et dans le fond du bac, il y aura ce qu'on appelle le GANS, c'est-à-dire un gaz qui est à l'état nanosolide. Alors nanosolide, solide, tout le monde a compris. Nano, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre, c'est-à-dire que c'est tout petit. C'est le millionième de millimètre, et les particules qui sont au fond, qui sont photographiées sur la vue que vous avez à l'écran, ces particules-là, si on les prend les unes, une seule particule, si on prend une seule particule, eh bien elle mesure 1 nanomètre. Donc c'est tout petit, et on va voir dans les prochaines séances ce qui se passe dans ces particules, pourquoi on a autant d'énergie dans un si petit volume. C'est ça qui est super.
Alors bien sûr, pour faire ce que je vous ai décrit à l'instant, il faut passer par plusieurs stades. C'est-à-dire que vous avez compris qu'on utilisait du cuivre et du zinc, hein. Alors bon, vous imaginez bien que c'est très facile. Il suffit d'aller dans un magasin de bricolage pour avoir du cuivre. Le zinc, il suffit aussi on peut l'acheter facilement. On prend un Tupperware en plastique, hein, il faut un bac en plastique. On prend de l'eau salée sous certaines conditions, hein. Il y en a dans l'assistance qui savent faire ça très très bien. Et donc on met tout ça dans un bac et on va avoir un ganse. Mais alors avant de faire ça, il faut préparer donc le cuivre en particulier, puisque ce cuivre, on va enlever la gaine qui est autour et on va avoir donc un cuivre nu et on va le bobiner. Alors là aussi c'est facile, mais c'est encore une fois pas le but de ce que je vous présente ce soir. Et on va avoir donc du fil de cuivre avec sous forme de bobine. Et là, on est dans l'état physique de la matière, c'est-à-dire que cette matière, on peut la toucher, on peut la voir, il n'y a aucun problème là-dessus, donc c'est bien l'état physique de la matière. Ensuite, ces bobines, comme vous avez pu le voir il y a 2 minutes, on les revêtit de carbone. Alors ce carbone, c'est pareil, c'est très facile à faire, contrairement à ce que vous pouvez penser de prime abord, hein. On peut le faire dans sa cuisine, dans son garage, dans son jardin, où vous voulez, et ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, on n'en parlera pas tout de suite, ce sera dans les prochaines étapes de la formation. Et là, nous avons des particules de carbone qui sont elles aussi à l'état nanométrique. C'est-à-dire que quand on revêt le cuivre avec du carbone, c'est un empilage de couches qui ont une épaisseur de 1 nanomètre. Alors là, ça vous parle peut-être pas trop, mais quand vous prenez une feuille de papier d'un grammage classique, et je crois que c'est un grammage classique, je crois que c'est 80 grammes, hein. J'en suis pas très sûr, mais enfin peu importe. L'épaisseur de la feuille, c'est 100 000 nanomètres. Ça vous donne quand même l'échelle qu'il y a, hein. Donc une fois qu'on a fait nos préparations et qu'on a mis tout ce petit monde dans de l'eau salée, eh bien nous allons créer un ganse. Alors ça prend un petit peu de temps, bien sûr, hein. Et là, nous sommes dans un autre état matière qu'on va appeler l'état de ganse. Et au-delà de cet état de ganse, je vous réserve la surprise pour plus tard, on aura des états de plasma qui vont engendrer des champs magnétiques et gravitationnels chargés de carbone, oxygène, hydrogène et azote, et qui vont en particulier mettre, quand vous avez un système chez vous comme ça crée un équilibre complet pour les personnes qui sont là, pour les plantes et pour tous les animaux. Alors, tout ça pour vous dire que, au bout du compte, on peut faire des choses merveilleuses. Là, il y a 4 types de ganses. Les ganses avec une grosse base de zinc, une grosse base de carbone, une grosse base de cuivre, et puis une grosse base d'hydrogène. Il y a 4 ganses. C'est le ZNO, CO2, CeO et CH3. Alors, à côté des 4 fioles que vous avez sur le diaporama, en haut à droite, vous avez un bac, vous voyez, avec les plaques à l'intérieur. C'est très simple à faire, franchement. Et donc, au bout du compte, vous obtenez un ganse qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, comme je l'ai évoqué au tout début de l'exposé. Je vous ai mis des photos à gauche. Alors, il y a une boule de Noël qu'on trouve facilement aussi dans le commerce, qui est remplie de ganses et qui est implantée dans les vignes. Et les vignes sont extraordinairement pleines d'énergie et pleines de santé. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait un exposé l'autre jour qui a duré 2 heures là-dessus. On pourra en reparler si vous avez l'occasion après. Mais il faut savoir que cette expérience a été démarrée il y a 2 ans. On est dans la 3e année et il n'y a plus du tout de glyphosate dans ces vignes-là. Pourquoi ? Parce que les ganses qui sont dans ces boules-là et puis dans des anneaux aussi, eh bien, ils permettent à la terre de se régénérer, à la terre de se dépolluer et à la plante de profiter. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait très bien éliminer la sécheresse. C'est très simple, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Vous prenez un gaz de CO2, un gaz de CH3. Quand ils vont être combinés par le plasma qu'on ne voit pas, ces champs on ne les voit pas, j'insiste là-dessus, eh bien on va avoir par contre recombinaison
l'eau c'est H2O. Et vous voyez bien que dans la combinaison de CO2 et CH3, on a de l'hydrogène et de l'oxygène. Ces champs vont se recombiner, la plante n'a plus besoin d'autant d'arrosage, et donc la plante profite pleinement. D'autant qu'elle est nourrie aussi en hydrogène, et c'est parfait pour elle. Et puis d'autres choses aussi, dont on parlera plus tard quand vous serez un peu plus aguerri. Alors, dessous, il y a quelque chose qui vraiment me tient à cœur, et puis je suis heureux parce que j'ai eu des résultats il y a 2 jours avec Daniel. On a mis en place chez un apiculteur, sur 28 ruches, on a mis en place justement ces ganses. C'est des ganses de CO2 et de ZNO. Alors le ZNO, c'est à base de zinc, il équilibre le système nerveux. Alors il équilibre pas seulement notre système nerveux à nous, il équilibre aussi le système nerveux de tout le vivant, les insectes en particulier, dont les abeilles, parce que ces petites abeilles, elles étaient agressées continuellement par les frelons asiatiques. Alors même s'il n'y avait pas de frelons asiatiques, elles restaient sur leur planche d'envol, elles ne volaient plus, elles ne pollinisaient plus tout ce qu'il y a autour, elles ne faisaient plus de miel, enfin c'était terrible. Et donc l'apiculteur, en désespoir de cause, est venu nous voir, parce que bon, on le connaît sur d'autres, pour une AMAP en particulier, puisqu'on s'occupe de ça aussi. Et donc on a équipé de 112 boules, on a équipé ces ruches de 112 boules, et il est venu l'autre jour, enfin il y a 2 jours, il est enchanté, parce que les abeilles ont commencé à travailler beaucoup plus tôt. Elle travaille tard le soir, il dit le miel est en abondance, il est obligé de mettre des étages déjà, alors qu'il a jamais vu ça, quoi, en fait. Donc c'est quelque chose qui marche bien pour la nature, et je suis heureux que ça se passe comme ça, surtout pour ces petits insectes qui, ne l'oublions pas quand même, sont essentiels à notre survie. Alors à côté, vous avez ce qu'on appelle des magraves, c'est-à-dire magraves, c'est la contraction de magnétique et gravitationnel. Ce sont des unités qu'on met dans les maisons. Je ne m'étalerai pas là-dessus non plus pour le moment, parce que il y a des stages et il y a des formations là-dessus. C'est compliqué de tout dire en très peu de temps. Et il faut savoir que ces magraves, un magrave installé dans une maison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça rétablit, ça remet à la norme notre corps, la maison. Il y a beaucoup de choses qui se passent, y compris des économies d'énergie. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus. On verra un petit peu, on en verra un petit bout quand même dans la formation, parce que on verra que le carbone, qui est un très bon conducteur, il est vraiment, c'est la patinoire à électrons là. Donc il n'y a aucune résistance, et on verra pourquoi. Enfin, en bas à droite, il y a un petit bocal de Gans, c'est le Gans de CH3 qui a été fait ici dans mon labo. Voilà, c'est pour vous montrer simplement. Ensuite, au niveau de la santé, alors je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop le droit d'en parler, mais je le dis quand même parce que c'est très important. Quand il y a eu malheureusement le problème du Covid en octobre-novembre 2019, ça fait loin déjà, et puis on y est toujours, hein. Monsieur Kesh a mis en place 2 coupes de vie, et enfin il en a fait une au tout début, c'est celle qui est à gauche, en haut à gauche, hein. Et dans la même vue, il y en a une autre qui est à droite avec un bleu vert émeraude là. Alors je parle de la blanche là, il a fait ça très très vite. On va disséquer ce qui se passe dans ces coupes de vie, et en fait le but essentiel de ces coupes de vie, c'est que chacun en ait une. Ça a été fabriqué, ça a été dupliqué, nous on a envoyé beaucoup de matériel un peu partout, tout le monde a fait pareil, on s'est tous équipés, y compris les Chinois, et pour juguler un petit peu ce Covid. Et en fait, le but de cette coupe, les champs sont tellement puissants que on va voir que le Covid, qui va nous suivre quand même un petit peu en fil rouge aussi dans ces exposés, puisque c'est un bon exemple, hein, c'est un paquet d'énergie, et les coupes en question, enfin l'eau qui est dans la coupe en question, eh bien, a une telle énergie que le Covid affaiblit la sienne. Donc c'est très important.
En bas, eh ben, écoutez, il y a une petite blessure. Alors, je crois que c'est mon doigt, je ne me rappelle plus parce que je me suis tellement coupé. En mettant des acides aminés directement sur la blessure, alors vous avez la coupure qu'on a filmée quelques minutes après. Le lendemain, je vous promets que c'est la vérité, le lendemain, voilà, on met des acides aminés dessus, voilà ce que ça donne. C'est pratiquement cicatrisé. Alors les gants, bien sûr, les gants de CO2, ZNO, CuO et CH3, comme vous pouvez le lire en direct, ils sont en lien avec, pour notre corps, au niveau du système nerveux, au niveau de l'émotionnel pour le ZNO. Le CuO, c'est le système lymphatique, la physicalité et les muscles, bien sûr. Et puis le CH3, c'est le système sanguin et toute l'énergie du corps. Et donc l'effet de ces champs magnétiques et gravitationnels de CO2, ZNO, CuO et CH3 sur notre corps, eh bien, ça rééquilibre le système nerveux, l'émotionnel. Le CuO, eh bien, ça nettoie, il y a beaucoup de renforcement musculaire. Et le CH3, c'est le renforcement des énergies du corps. Alors le CH3, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise tout de suite, parce que bon, je pense que vous ne le savez pas, à part quelques-uns qui me suivaient avant, et toujours d'ailleurs. Le CH3, il ne faut pas l'utiliser quand on est malade, parce qu'au contraire, lui, il va, comme il renforce toutes les énergies, il ne va pas faire le distinguo entre la maladie et les autres énergies du corps. Il va aussi renforcer la maladie. Donc c'est à prescrire. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je suis désolé parce que c'est vraiment succinct. Si vous voulez avoir une présentation un peu plus détaillée un jour, on pourra la monter. Nous, on fait des réunions. Pour ceux qui sont en Aquitaine, vous pouvez venir nous voir. Enfin, quand il n'y aura plus cette histoire de Covid, vous viendrez nous voir. On fait des réunions pratiquement... alors, en pointe, on fait ça tous les 15 jours. Mais bon, une fois par mois, c'est bien parce que nous, ça nous fait quand même pas mal de travail. Et on reçoit une vingtaine de personnes à chaque fois, et je leur détaille un petit peu tout ce qui se passe. Mais bon, franchement, vous en avez pris une bonne partie. Et là, on va pouvoir maintenant attaquer la première séance qui concerne le niveau débutant au niveau de la science du plasma. Avant toute chose, est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Est-ce qu'on peut se procurer enfin, je ne sais pas si c'est à propos, mais est-ce qu'on peut se procurer ou acheter des produits déjà réalisés quand on démarre et qu'on n'est pas encore capable de les faire soi-même? Alors oui, mais l'idéal, c'est de le faire toi-même. Alors je ne sais pas qui me parle, je tutoie tout le monde, là, excusez-moi. Mais... Mireille, il n'y a pas de problème. Mireille Oui. Duvart. Oui, alors je vais te dire, Mireille, c'est que quand tu fais un gants, comme je l'ai décrit tout à l'heure, j'espère avoir été clair d'ailleurs sur cette conception, hein. Oui. Quand tu fais un gants, tu es chez toi, dans ta cuisine ou whatever, il n'y a aucun problème, hein. Et ou dans ton garage, peu importe, hein. Mais toi, on va le voir, tu as des champs magnétiques et gravitationnels qui te sont propres. Alors ces Oui. champs, on a tous ça, hein. Mais il y a des moments où on a des moments où on n'est pas bien, des moments où au contraire tout va bien. Et à chaque fois, il y a des variations sur ces champs, sur tes champs à toi. Oui. Indépendamment de ça, quand tu vas vouloir créer ton gants, dès l'instant où on va avoir les produits qui seront dans l'eau salée, il va tout de suite y avoir le démarrage de toutes les réactions qu'on va pouvoir étudier au fil des heures, là. Et bien sûr, il va y avoir création des champs magnétiques et gravitationnels. Mais vous allez l'apprendre aussi dans ce que je vais vous proposer. Ces champs-là, ils interfèrent, ils sont en interconnexion avec ton propre champ à toi. Ah oui, D'accord ? c'est logique. Bon. Et il vaut mieux, franchement, que tu réalises toi tes produits. Franchement, c'est très facile à faire. Ouais, je comprends. Il n'y a aucun Je vais- problème. Il ne faut pas dire ouais, je suis pas capable. Ça, c'est pas. Pour moi, ça ne tient pas, ça, parce que tout le monde est capable de faire ça. Il n'y a aucun problème. Il faut se lancer, c'est tout. Ouais. Et puis, tu pourras avoir des témoignages tout à l'heure de gens qui sont là. Ils ont très bien réussi. Hein. Et puis, bon, il faut essuyer les plâtres peut-être un petit peu au début, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Merci. Parce que le fait, je voulais en venir simplement à ça, c'est simplement pour te dire que la personne qui a fait les gants à ta place, tu sais pas dans quelle configuration elle était pour le faire. Ah oui, je comprends. Donc, ça se traduit par quoi? C'est qu'à la fin, eh bien, tu n'as pas l'énergie escomptée.
Moi, je sais que je prépare des ganses pour les stages ou pour des gens, hein, même mais je me mets à leur place, je leur demande pourquoi c'est faire, et puis je me mets, d'ailleurs je ne le fais pas tous les jours parce qu'il y a des moments où je suis pas bien, je fais pas de ganses, hein, et puis le moment où je suis bien, et bien je fais des ganses, je pense à l'utilisation qu'ils vont en faire, ça c'est super important. Voilà. Merci. Joël, je peux te poser une question? Oui. J'ai fabriqué du gans il y a 4 ans Oui. et je l'ai stocké, donc il est bien fermé dans un bidon. Et je veux savoir s'il a toujours si on peut le garder des années, si ça ne Oui. perd pas de ses propriétés. Alors Voilà. le bidon, il est en quoi? En plastique. Bon, alors là, c'est pas bon. Non. Non. Alors l'idéal, il faut, mais bon, c'est pas bon. C'est quel gans que tu as? C'est le CH3. CH3, ouais, ça va encore, le CH3. Le plastique, il est... enfin, je voudrais pas faire de débat là-dessus maintenant, mais le plastique, c'est essentiellement du carbone et de l'hydrogène, sans faire de chimie évoluée. C'est du carbone et de l'hydrogène. Bon, ça va encore parce que le CH3, il est très énergisant. On le voit à l'écran, là, je le dis. Hein. Par contre, le stockage des gants, il faut toujours stocker dans des contenants en verre. En verre, ok. C'est impératif. Le bouchon doit être en verre ou au pire en plastique. Jamais de métal. Jamais de métal. D'accord. Moi, je prends des bocaux Le Parfait. J'enlève les bocaux de conserve, vous savez. Et donc, oui, je vois. j'enlève toute la ferraille et puis je mets mon gants dedans et puis je le ferme avec le couvercle en verre. Ça va très bien. Donc là, si je comprends bien, il est le fait de l'avoir Mais ça stocké dépend dans. pourquoi faire. C'est toujours Ah, pareil. voilà. Hein. Si tu veux, tu m'écris. D'accord. Tu peux me laisser sur le chat tes coordonnées. Tu contactes Daniel autrement. Voilà. Et tu peux me laisser sur le chat les De toute façon, coordonnées je parce vous que laisserai la coordonnée. je veux pas expliquer ce qui m'est arrivé, mais Oui, il y a d'accord. 4 ans, donc D'accord, j'ai il n'y a pas de voulu. problème. Pas de Enfin, voilà. problème. Aucun souci. Je le Voilà. ferai tout à l'heure à la fin. Hein. D'accord, Comme ça, vous merci. pourrez m'écrire. D'accord, Ce que je d'accord. voulais vous dire aussi, à propos de cette question qui est essentielle, c'est la durée de vie du gans. La durée de vie du gans, dès l'instant où on a le gans solide qui est au fond du récipient de stockage, c'est illimité. Limité. Ah, ok. Il n'y a qu'une seule contrainte, c'est que si vous mettez le gans à une température qui est supérieure à 600 degrés, il se dégrade assez vite. Il est foutu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, Merci oui, pour ta réponse. Joël, avec plaisir. pardon. Est-ce que je peux poser encore une autre question Oui, avant que... oui. Oui, moi c'est Marie-Sophie. Oui. Quand on prépare des gants et qu'on est à plusieurs dans la maison, comment est-ce qu'on fait? Parce que puisqu'on a chacun une énergie différente. Oui. Mais toi, tu le prépares toi-même, hein, toute seule. Il faut le préparer seul. Hein. Pourquoi tu veux le préparer à plusieurs, c'est ça? Non, mais pour la maison, dans la maison, on est à plusieurs. Oui, mais le jour où tu fais ça, tu t'isoles, tu vas dans une pièce tranquille et tu fais ton gants. Voilà, c'est tout. Hein. Après, il y a des contraintes là-dessus. Franchement, c'est pas du tout le but ce soir de parler de ça. Hein. Mais il y a des contraintes vraiment particulières. Je l'ai déjà dit à tous ceux qui me suivent. Quand on fait des gants, il faut vraiment, si on fait plusieurs gants dans une maison, il faut vraiment faire une distanciation, puisque c'est à la mode maintenant. Mais la distanciation, là, c'est au moins 5 mètres entre les gants. Parce qu'autrement, les champs, ils vont se mélanger et vous n'aurez pas l'énergie que vous souhaitez et vous n'aurez pas le gants que vous souhaitez. Oui. Voilà. La présence du Et maghreb. alors, le gants va, par exemple, si je crée un gants, il va agir pour moi, mais est-ce qu'il ne va pas être, je veux pas dire néfaste, mais est-ce qu'il ne va pas être perturbant pour les autres personnes qui habitent dans la maison? Nullement. Si tu as une déficience quelconque, peu importe, t'es pas bien, t'es fatigué, bon, et puis je sais pas, moi, ton compagnon ou enfin la personne qui est avec toi est pas bien non plus. Quand vous aurez ces gants-là, en particulier le gants de CO2, il n'y a aucun souci, il va vous remettre à la norme. C'est-à-dire que le champ, en particulier avec les magraves, ça le fait couramment avec les magraves, quand vous avez un magrave qui a les 4 gants à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe?
vous êtes en déficience. C'est-à-dire que votre système magnétique gravitationnel, il a un manque. Eh bien, le MAGRAV, par ses champs, puisque les champs, ils arrosent beaucoup, hein, votre corps va prendre la quantité nécessaire pour lisser cette carence. Merci beaucoup. De rien. Voilà, dit Joël, j'ai une question, si c'est possible. Oui. J'avais cru comprendre qu'il fallait commencer par les mains graves avant de travailler sur les gants. Oui. Est-ce que c'est préférable? Oui. Oui, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que simplement le MAGRAV, il a des effets extraordinaires tout de suite. Un gans, tu vas faire un gans et puis après, tu vas faire un gans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on met des gants dans des MAGRAV. Moi, où que vous soyez, avec qui que vous voulez, vous faites des MAGRAV, il n'y a aucun problème, mais les gants font partie intégrante du MAGRAV. Ça veut dire que quand vous avez un MAGRAV, eh bien, vous profitez tout de suite de ce que je viens de dire à la personne qui était avant toi là. D'accord. Voilà. Super. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Joël, encore une question. Oui. Concernant le stockage des MAGRAV. Des MAGRAV. Moi, j'ai fait pas des MAGRAV, des gants. Oui. Est-ce que on peut rapprocher les bouteilles en enveloppant chaque bouteille avec une feuille d'alu? Tu n'as pas besoin de feuille d'alu. Une fois que le gant est fait, il évolue pas. Oui, mais donc on peut stocker plusieurs bouteilles. Ah oui, moi j'en ai une cinquantaine là. De différentes sortes. Oui. D'accord, merci. Voilà. L'essentiel, il faut que vous reteniez une chose. Quand vous faites des gants, pendant l'élaboration du gants, la création du gants, qui peut durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, hein, eh bien, il faut vraiment que vous faites un gants d'un côté de la maison, et puis le deuxième, vous le faites dans le garage, mais il faut au moins 5 mètres. Parce que quand les champs aspirent, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les éléments qui sont dans l'atmosphère, il y a un brassage qui se fait. Si vous avez deux gants côte à côte, il va y avoir un équilibre qui va se faire, vous n'aurez pas l'énergie, on en parlera de cette énergie là, vous n'aurez pas l'énergie escomptée. C'est pas possible. D'accord? Est-ce que cette distance de 5 mètres s'applique aussi à la présence du MAGRAV? Par exemple, est-ce que le gant, s'il est à moins de 5 mètres du... Non. Ça, c'est pas un souci. Non. Okay. Parce que les gants qui sont dans le MAGRAV, ils sont déjà finis. Ils sont faits. D'accord. Tu les as dans et un setup qui est dans la cuisine, il peut prendre des vapeurs de nourriture, etc. Ça ne va pas le déranger? Je sais pas. Non, je crois pas, honnêtement. Hein. Mais bon, on fait pas ça trop dans la cuisine quand même. Je dis dans la cuisine, mais bon. Je voulais te poser une question. En fait, il me semble de ce que tu viens de dire que c'est important d'être dans des pièces bien ventilées, puisque la fabrication du gaz va utiliser les éléments de l'endroit où l'on est. Oui. Et le fait d'avoir très peu d'acides aminés, comment on peut expliquer ça? On en parlera pendant le stage. Je crois que tu es inscrite sur le stage du GANS. Hein? Oui. On en parlera parce que là, il faut que j'avance. Et c'est pas du tout le but de ce soir. Ce soir, c'est la connaissance de la science du plasma, mais bien sûr, il y a des solutions à tout ça. Mais c'est encore 3 jours de stage. Hein. D'accord, avec plaisir. Donc, on va démarrer tout de suite par la terminologie, parce que bien sûr, vous imaginez bien que dans cette science-là, qui ouvre quand même, elle est ouverte par rapport à la physique classique. Moi j'ai fait plus de 40 ans de physique classique, je peux vous dire qu'on est enfermé dans une boîte, hein. Donc avec des formules et des machins. Et là, cette science-là, il n'y a plus de boîte. Vous cassez la boîte et vous avez une vue complète d'un truc qui est hallucinant, quoi, vraiment. C'est-à-dire que vous avez une physique qui prend des dimensions extraordinaires. Donc, cette physique-là, comme toutes les disciplines, quelle qu'elle soit, il y a une terminologie adaptée. Et donc, on va commencer par la terminologie. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire des définitions qui sont très rudimentaires, mais très vite, dans les prochaines séances,
on va commencer à cerner ces définitions et à les rendre plus conséquentes, plus significatives par rapport à ce que je vais vous dire ce soir, quoi. Donc on en profite aussi pour regarder un petit peu ce qui va se passer les prochaines fois. La prochaine fois, on verra l'état nanométrique. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le millionième de millimètre. On verra ce que c'est que l'état de Gans, le principe de la matière, parce que bon, vous allez avoir une surprise aussi, enfin pour certains. Les acides aminés, on verra. Ensuite, on verra les formations étoiles. Alors, les formations étoiles, c'est un peu particulier. Ne me posez pas de questions ce soir là-dessus. Il y en a une ici, une star formation, et on verra qu'elles sont géniales. Ensuite, on verra ce que c'est que l'état de plasma dynamique, et puis bien sûr le futur du plasma, parce que c'est très important. Là, on est à la croisée des chemins sur beaucoup de plans, et le futur du plasma, eh bien, il fait partie de notre futur, j'en suis convaincu. Autrement, je ne serais pas là ce soir. Alors, les cours sont donnés, les enseignements sont donnés par rapport à 3 livres de M. Kesch, parce qu'il nous faut quand même des références. Je vais vous raconter des trucs, mais bon, c'est pas moi qui les ai inventés, hein. C'est M. Kesch, et Alex a mis tout ça en musique, et puis moi j'ai mis mon grain de sel aussi. Et il faut savoir que M. Kesch a écrit 3 livres essentiels. C'est l'ordre universel de la création des matières. Alors on verra pourquoi il y a des matières. La création de la matière, vous voyez que tout de suite là, il y a la matière avec un M majuscule et puis la matière avec un M minuscule. On verra pourquoi. Il parle dans ce premier livre de la science du plasma. Il commence aussi lui à parler de ça. Et puis de la matière plasmatique qui est un volet que vous découvrirez bientôt. Deuxième livre, c'est la structure de la lumière. Alors là c'est assez intéressant. Il y en a parmi nous ce soir, dont Dominique qui a fait l'expérience de ça avec son magrave. La structure de la lumière, ben oui, ça tient bien dans un livre, et encore je suis même pas sûr qu'il ait tout dit là-dessus, parce que ben, tout simplement parce qu'on ne connaît pas tout. On connaît pas tout. Mais M. Kesch est un des spécialistes qui est le mieux placé pour ça. Et dans ce deuxième livre, il continue aussi avec la science du plasma et la matière plasmatique. Enfin, le troisième livre, alors bon, ben ça traite de l'origine de l'univers, et puis il parle encore de la science du plasma, de la matière plasmatique. Alors, l'univers de l'homme tel que nous on le voit, il faut bien voir que c'est une toute petite partie de l'univers. Déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire que nous, on est dans un système, on est dans une galaxie, on est sur la Voie lactée, on est sur le bras d'Orion, on est dans le système solaire. Dans le système solaire, il y a 7 planètes. On est sur Terre et on vit là un petit peu grâce au carbone, oxygène, hydrogène et azote. Mais on est en droit de se poser la question, quelle est l'origine de l'univers? Alors pour le moment, je vous donne une définition qui n'en est pas une parce qu'elle est incomplète. Mais l'univers, il est lié à une énergie qui est en mouvement perpétuel. C'est un petit peu comme les rayons qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui se recombinent. Eh bien, tout est basé là-dessus, et c'est un des fondements de la création de l'univers. Le Big Bang, ça a été un événement, on va dire, sans entrer dans les détails. Et la particularité de cette énergie qui est universelle, eh bien, on ne peut pas la négocier, elle ne se négocie pas, c'est-à-dire qu'elle est tellement puissante, on ne peut même pas l'acheter, puisqu'elle est à tout le monde et on l'a partout, tout le temps, partout. Donc c'est ça qui est génial. Et elle peut nous servir à tous, toutes et tous, et ailleurs, hein, je ne sais pas trop si c'est habité ou pas, mais tout le monde peut s'en servir. La première règle de base dans la science du plasma, et ça c'est une règle fondamentale, qui va nous tenir pendant toutes les sessions, et même dans les niveaux supérieurs, hein. L'énergie la plus puissante nourrit toujours l'énergie la plus faible. C'est-à-dire que la question qui a été posée tout à l'heure pour les Gans, on a un système de champ magnétique et gravitationnel d'un côté, vous avez un système de magnétique gravitationnel de l'autre. Ces deux énergies vont communiquer, vont entrer en interaction,
Et si vous avez une faiblesse, c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure pour l'histoire de la maison avec les occupants, eh bien si vous avez une faiblesse, cette faiblesse va être annihilée et les champs magnétiques vont complètement supprimer cette faiblesse. Alors on peut dire aussi que c'est la force la plus puissante nourrit la force la plus faible, c'est pareil. Pour le moment, parce qu'on est à un niveau de connaissance de débutant. Alors, pour justement évoquer tout ça, parce que les règles que je viens d'énoncer là, elles vont nous suivre, comme je vous le disais. Hein. Il y aura, il y a quand même une terminologie qui est quand même vraiment précise. Il y a le mot magnétique, le mot gravitationnel, on verra le plasma naturel, on verra l'état nano, l'état de Gans, et ensuite une particularité qui s'appelle l'ordre de grandeur. Alors on y va. Le champ magnétique, pour le moment, vous allez vous contenter de ça, j'en suis désolé, mais bon, on va pas tout faire d'un soir, on va voir comment on avance après. Le champ magnétique, pour le moment, on va dire que c'est un champ qui est contenu dans une enveloppe sphérique qui tourne sur elle-même. Cette forme en sciences du plasma, eh bien c'est la forme du champ magnétique, et vous observerez qu'il y a une couleur rouge, parce qu'il y a une convention dans les couleurs qui est très importante. Ensuite, un champ gravitationnel, eh bien c'est encore une sphère avec un mouvement rotatif, un champ rotatif, et qui est centré à l'intérieur du champ magnétique. Contentez-vous de ça pour le moment, mais après vous allez avoir tous les compléments, ne vous inquiétez pas. Les champs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en combinaison, ils sont en interaction. C'est-à-dire que un champ ne va pas rester tout seul, il va être en interaction avec les champs de l'environnement dans lequel il se trouve. Si on prend l'exemple de deux aimants, deux petits aimants qu'on met sur une table, chaque aimant a son domaine, ses champs magnétiques et gravitationnels, et du point de vue magnétique, on sait très bien que deux aimants qu'on peut déplacer, et bien à un certain moment, il y a une distance à laquelle qu'on ne pourra pas franchir, une distance de rapprochement, parce qu'il y a ces champs magnétiques et gravitationnels qui agissent. Alors, dans le principe, étant donné que l'énergie est toujours en mouvement, eh bien, l'interaction des champs se traduit par deux choses. C'est que le champ magnétique, il donne de l'énergie, il est très puissant, et le champ gravitationnel, lui, il prend l'énergie. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du globe terrestre, je ne sais pas si c'est dans cette session, mais il faut imaginer qu'au pôle nord, on a de l'énergie qui sort, et le pôle sud, on a l'énergie qui rentre. C'est-à-dire qu'en clair, l'énergie qui est sur la Terre, au niveau du champ magnétique, au niveau du pôle Nord, c'est l'énergie la plus puissante. Elle est récupérée par la boucle que vous avez vue sur la vidéo tout à l'heure, dans le pôle Sud, par le champ gravitationnel de la Terre. Donc, je crois que le schéma est assez explicite. Hein. On a les flèches rouges, on voit que le champ magnétique expulse de l'énergie, qui est récupéré par le champ gravitationnel, qui lui l'emmagasine. Alors tout ça, ça fait quand même des forces, bien sûr. L'énergie, comme les champs sont en combinaison et que l'énergie est en interaction perpétuelle avec les champs, eh bien elle est partout présente. L'énergie, elle est en vous. On verra qu'il y a des énergies qui traversent le globe sans incidence, et puis d'autres qui vont en faire le tour, d'autres qui vont rentrer dans la magnétosphère, d'autres qui vont influer, d'autres qui vont impacter. Mais pour nous c'est pareil, hein, elle est en nous, l'énergie. De toute façon on a de l'énergie, on le sent. Hein. Elle sort de nous aussi, elle peut être autour de nous, mais elle peut aussi nous traverser sans nous impacter. Et tout ça pour dire que ces énergies ont des caractéristiques très différentes les unes par rapport aux autres. Le plasma naturel. Eh bien nous, je pense que vous l'avez compris, avec tout ce que je vous ai raconté, on a un corps, on a des organes,
on a de la matière, on a très peu de matière en fait. Et je ne sais pas si vous le savez, ça, la matière solide, c'est un dé à coudre hein, pour le corps humain. On a beaucoup d'eau. Tout ça, si on se ramène à l'échelle nano, eh bien, on a une multitude de champs magnétiques et gravitationnels. Et donc, on peut dire qu'on est des êtres de plasma. C'est-à-dire qu'on génère un plasma global qui est la synthèse de tous les microplasmas que nous avons à l'intérieur de nous, dans nos cellules. Par-delà de ça, il y a quand même le principe de la matière. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui se passe au niveau scientifique, mais la matière, avec un grand M, on va voir pourquoi tout à l'heure, elle est décrite par de l'antimatière, la matière noire, la matière avec un grand M et la matière avec un petit m. Alors, tout ça, c'est un sujet extraordinaire, parce que l'antimatière, la matière noire et la matière avec un grand M, vous ne la voyez pas. On ne la voit pas, personne ne la voit. Mais il y a des scientifiques qui travaillent dessus jour et nuit, je dirais, mais ils sont vraiment à fond là-dessus. La seule chose qu'on peut voir, c'est la matière avec un petit m. Et la matière avec un petit m, eh bien, c'est quantité négligeable au niveau de l'univers. C'est-à-dire que ce qu'on voit, eh bien, c'est vraiment quelque chose de mineur par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers. Alors cette énergie, bien sûr, elle va se déplacer, parce que même dans la petite vue que vous avez entre la matière et l'antimatière, il y a de l'énergie qui va circuler. Cette énergie, eh bien, elle ne s'atténue pas, elle ne se réduit pas. Au contraire, alors soit elle se stabilise, c'est-à-dire qu'elle va se maintenir à un certain niveau, ou au contraire, elle va monter en puissance. Il n'y a pas de descente de réduction, comme une pile par exemple qui a de l'énergie au départ, et puis à la fin de son cycle, eh bien, il n'y a plus de courant, son énergie est mineure. Là, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche là. Il y a beaucoup de choses très étonnantes qui se passent avec le plasma. Au niveau de cette histoire de matière avec un petit m et la matière avec un grand M, alors il y en a beaucoup qui ont fait des confusions, et puis on n'est pas au bout d'ailleurs de ces confusions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent encore. Hein. On dénomme avec le petit m un état de la matière physique, c'est-à-dire que cette matière-là, c'est ce que vous avez devant vous, je suppose, c'est-à-dire si vous avez un verre, une assiette, une table, c'est la matière qu'on peut toucher et qu'on peut voir. Et puis d'autre côté, vous avez un état de matière qui est avec un grand M, un M majuscule, et elle, on ne peut pas la toucher, cette matière, on ne peut pas la voir, mais on peut la ressentir. Alors il y a des gens qui sont très sensibles, qui ressentent la matière, mais ça va bien au-delà de ça, on verra avec l'âme, enfin, je ne veux pas trop aborder le sujet ce soir, mais on a des choses qui peuvent se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut le ressentir. Par exemple, si on fait un gans, eh bien, on va ressentir une certaine énergie. Donc, le gans, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quand même de la matière qu'on voit, mais c'est aussi une partie énergie qui est liée à la matière physique, mais c'est aussi de la matière plasmatique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors j'espère que je ne vous endors pas avec tout ça. Ah non, pas du tout. Bon, tant mieux. Non, c'est passionnant. Non, parce que ça fait bizarre, parce que comme je suis devant mon écran, que je ne vous vois pas, ça fait très bizarre, mais bon, j'arrive pas à m'habituer à ça. Je préfère avoir des gens devant moi. Ah, c'est magnifique en tout cas. Ben, écoutez, merci. Merci bien. Alors le principe de la matière, comme je vous le disais à l'instant, la matière physique, c'est-à-dire celle que vous pouvez toucher, eh bien c'est qu'une partie infime de l'univers. De toute façon, il suffit de se rendre compte, vous allez dehors, vous regardez le ciel, on va simplifier les choses, parce que dans le ciel, il y a quand même d'autres trucs qui se passent et qu'on voit pas, mais qui sont bien là quand même aussi.
Bon, je ne sais pas si c'est bien approprié que je dise ça, mais quand on regarde les étoiles elles sont très éloignées, c'est comme la matière, on voit ces points lumineux, on pourrait dire que c'est de la matière, mais entre la matière, eh bien, il n'y a rien. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est des distances astronomiques, là, c'est le cas de dire. Donc, vous voyez que la partie physique n'est vraiment qu'une partie infime, j'insiste là-dessus, minuscule de l'univers. Vraiment. Et le truc qu'il y a, c'est qu'avec Monsieur Kesh qui a créé ces cours-là, c'est merveilleux parce qu'avec cette série d'informations, vous allez vous rendre compte qu'on peut rentrer dans le domaine invisible de l'univers. Voilà. Parce que tous ces champs magnétiques et gravitationnels, eh bien, ce sont eux qui font la vie autour de nous. L'énergie, on parle beaucoup d'énergie, hein. Cette énergie, il faut voir une chose aussi, c'est pas une globalité. L'énergie, elle est fractionnée en petits paquets d'énergie. C'est des paquets unitaires, on appelle ça des paquets unitaires. Alors, ils n'ont pas tous la même taille, hein. C'est pas comme des boules de pétanque ou des choses qui se ressemblent. Elles n'ont pas du tout les mêmes, ni les mêmes dimensions, entre guillemets, ni la même intensité, ni le même volume, ni la même application. Je vous ai dit qu'il y avait de l'énergie qui passait à travers, d'autres qui vous impactaient. Et bien là c'est pareil, ces petits paquets d'énergie, ils ont des destinées qui ne sont pas toutes les mêmes. Et donc ce sont que des paquets. L'énergie en fait c'est une somme de paquets d'énergie. Voilà. Alors, si je prends l'exemple du coronavirus, je vous ai dit tout à l'heure, le corona, eh bien, malheureusement, c'est un paquet d'énergie, comme tous les virus, hein, et il a un champ magnétique et un champ gravitationnel. Alors, vous voyez la symbolique, hein, bon, moi j'ai fait un rond bleu pour le champ gravitationnel et un cercle rouge pour le champ magnétique, hein. Et donc, ce virus est équipé, il est assez bien équipé là-dessus. Et donc, quand M. Kesh a créé les coupes de vie, c'est-à-dire les coupes qui permettent de confronter le virus à l'humain, et puis bien sûr faire que l'humain s'en sorte bien, ces systèmes sont basés sur les champs plasma. Et donc, ces champs plasma vont déstabiliser l'énergie du virus et l'affaiblir complètement. Alors, je ne parle pas des coupes de vie dans le détail ce soir. Si vous voulez des informations, je peux vous en donner. Il y a aussi des personnes qui sont très qualifiées là-dessus et qui pourront vous les communiquer. Il y a un de mes collègues, un de mes amis qui a fait une vidéo merveilleuse là-dessus où tout est expliqué si vous voulez les faire. Parce que je pense qu'il faudra encore les faire, malheureusement. Au moins pour que ça se passe bien pour nous, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'abréviation 1C/1L, c'est One Cup, One Life, c'est-à-dire une coupe, une vie, hein. C'était la première coupe de vie que M. Kesh a mis en place, au tout début à Wuhan, et après tout le monde a fait ça. Et donc, cette coupe de vie, elle est magnétique. Et puis il y a eu une deuxième coupe après qui a complètement déstabilisé le gravitationnel suite aux premières mutations du virus. Donc le virus, vous voyez, il est moins fringant que dans la diapo précédente, hein, parce que les coupes de vie épuisent l'énergie du virus. Voilà. Alors bon, il y a tout un processus là-dessus, ça prend des heures pour expliquer ça. Je ne le fais pas ce soir, c'est simplement pour vous dire que grâce au champ magnétique, au champ gravitationnel, que l'on crée encore une fois chez soi, eh bien on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Bien que ce soit pas... C'est très simple à faire, hein, mais vous comprendrez au fur et à mesure qu'on va évoluer, que ces coupes ont plusieurs ganses, et ces ganses influent beaucoup justement dans la fonction d'anéantissement des virus. Parce que ces coupes-là, elles ne sont pas simplement destinées au virus du corona, elles sont destinées à tous les types de virus. C'est un antiviral très puissant, sauf pour le sida. L'état nanométrique. Alors on fait juste un petit survol ce soir, simplement pour vous dire que l'état nanométrique, je dirais état nano, parce que bon, voilà,
L'état nano, c'est un état énergétique, c'est-à-dire que lui aussi, il a beaucoup d'énergie. Alors ceux qui ont fait des magraves en savent quelque chose, parce qu'on en a longuement parlé. Ce qui se passe, c'est que c'est le revêtement de carbone qui fait que cet état nanométrique a plus d'énergie, par exemple, que le cuivre nu qu'on a vu tout à l'heure. En plus, il a des caractéristiques qui sont vraiment extraordinaires. Et ça, c'est un grand merci à M. Kesch encore, parce que franchement, c'est une trouvaille géniale. D'autant que, comme je vous le dis, on le fait chez nous, quoi. C'est un superconducteur. Alors un superconducteur, c'est quoi? C'est l'électricité, elle circule avec... ce sont des électrons qui se baladent, et souvent ils sont confrontés, ces électrons, quand ils passent dans les fils, à la structure moléculaire du fil, entre autres, en faisant très simple, hein, et on va dire qu'ils se cognent. Ils se font des bosses contre la structure moléculaire du cuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine densité, il y a des arrangements, enfin bon, la métallurgie du cuivre est classique, mais bon, il faudrait encore faire un cours là-dessus, mais c'est pas très intéressant. Simplement, quand vous avez un fer à repasser, que vous repassez, et bien, au bout de quelques minutes, le fil il est chaud, le fil qui alimente le fer, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet Joule, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition de chaleur due à la circulation d'électrons dans le cuivre. Et là, le superconducteur, eh bien, ça annule tout ça, c'est-à-dire que les électrons qui sont quand même pas fous, ils passent dans le carbone. Et le carbone, il y a pas de résistance. C'est-à-dire que l'effet Joule, l'effet thermique dont je vous ai parlé, eh bien, il n'y a pas d'effet thermique. Et c'est en ça qu'on peut faire des économies d'électricité aussi, entre autres. Quand on fait le parallèle avec la science classique, eh bien, les superconducteurs, ils fonctionnent à des températures très basses. Alors, je ne sais pas s'il y a des scientifiques dans l'assistance, là, mais on sait faire. Il faut vraiment avoir des labos très très sophistiqués pour atteindre le zéro absolu, ou enfin essayer de l'atteindre. C'est-à-dire que c'est des températures qui sont vraiment très très basses. Hein. Le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés Celsius. Donc c'est vraiment très bas. Et les matériaux, à ce moment-là, eh bien, ils évoluent au niveau de leur structure et des changements de phase qu'il y a dans les métaux. Et donc là, ils fonctionnent comme le carbone, sauf que nous, le carbone, eh bien, à 20 degrés, il est déjà dans une situation qui permet aux électrons de voyager sans souci. Donc vous imaginez un petit peu le bond en avant que ça peut créer. Hein. Alors il y a déjà des industriels qui sont là-dessus. Mais bon, ils avancent à pas feutrer, et c'est un petit peu dommage, mais bon, nous on est déjà bien en avance sur ce point. Alors non seulement il est un superconducteur, mais en plus il est un super isolant à température ambiante. C'est-à-dire que, j'ai pas fait de schéma et je le regrette un petit peu ici, vous prenez un fil qui est revêtu de carbone, vous faites passer le 220 à l'intérieur, si vous mettez le doigt au bout, eh bien là, vous allez avoir, forcément, vous allez sentir l'électricité. Si vous mettez le doigt, comme sur l'image qu'il y a sur la diapo, c'est-à-dire que vous touchez la bobine avec vos doigts, vous n'allez pas sentir l'électricité. Parce que les couches de carbone, sans entrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, il y a encore un cours complet là-dessus à faire, les couches de carbone, elles isolent du circuit d'électrons. Voilà, tout simplement. Et donc, ce qu'on peut retenir ce soir pour ça, c'est que l'état nanométrique, c'est-à-dire revêtu de carbone comme c'est là, eh bien, il est plus puissant que l'état de matière qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez du cuivre, là on monte en gamme au niveau de l'énergie. Ensuite, vous savez que tout à l'heure, je vous ai proposé un petit résumé de ce qu'on faisait avec les ganses. Hein. Et quand on met cette bobine qu'on vient de voir, qui est revêtue de carbone dans un ganse, eh bien, ça va agir. Et on sait que le ganse, lui aussi, est un super conducteur à température ambiante. Donc on va pouvoir faire des choses merveilleuses au niveau des applications. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai déjà expliqué, le ganse, il est constitué de particules
qui sont solides, hein, on a vu tout à l'heure. Alors elles ont différentes couleurs, ça aussi on l'a vu. Hein. Et n'oubliez jamais leur taille qui est nanométrique, le milliardième de mètre ou le millionième de millimètre. Il suffit de retenir ça ce soir et ce sera très bien. Ensuite, on peut se poser la question. Je vous ai dit à l'instant là que l'état nano et l'état de Gans, ils sont tous les deux des superconducteurs. On peut se poser la question, pourquoi justement, quelle est la différence? Eh bien c'est encore une fois, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert, c'est encore une fois un problème d'énergie. Alors, pour valider cette énergie, on va pas le faire ce soir parce que c'est pas le but. Et puis, je sais pas si c'est bien approprié. Mais on s'est posé la question de l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur permet de hiérarchiser, entre guillemets, les différents états de la matière. On est parti de la matière solide, vous vous souvenez, avec le cuivre. Ensuite, on l'a revêtu de carbone. Et puis là, maintenant, on est dans l'état de Gans. Et à chaque fois, on voit des différences d'énergie importantes. Donc, il fallait quantifier tout ça. Et on le quantifie avec ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. Alors, qu'est-ce qu'un ordre de grandeur? C'est que on multiplie avec un ordre de grandeur, on multiplie l'énergie par 10. Quand on perd un ordre de grandeur, on divise l'énergie par 10. Si vous ne comprenez pas ça, il faut me le dire de suite. Donc, je pense que c'est compris. Oui. Exemple. Oui, j'arrive. Je vais. Très bien. Absolument. Vous allez être surpris. Là, je ne comprends pas bien. C'est pas grave. J'espère que ça va marcher. J'ai choisi des exemples qui sont flagrants, on va dire. Voilà. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai une énergie qui est égale à E0, par exemple. Si l'énergie augmente d'un ordre de grandeur, la valeur d'énergie, c'est 10 fois E0. Si elle diminue d'un ordre de grandeur, j'ai cette énergie E0 qui est divisée par 10. Plus clairement, si on passe de l'état nano, c'est-à-dire l'état des bobines que vous avez dans la main, que vous les trempez pour faire un Gans, eh bien le Gans va avoir une énergie qui va augmenter de plusieurs ordres de grandeur en fait. Et si je passe de l'état de Gans à l'état nano, eh bien l'énergie va rétrograder de plusieurs ordres de grandeur. On aura une perte d'énergie. Alors je sais que c'est un petit peu abstrait, et donc c'est là que je sors les gros arguments. Voilà. Vous avez, alors Bertie, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je ne la connaissais pas, mais bon, j'ai cherché pour vraiment frapper les esprits. Bertie, c'est la record woman mondiale des tortues, et elle fait 10 km à l'heure. Elle est en Angleterre, et elle est en pleine forme. Et puis après, j'ai pris 3 autres exemples. Une de chevaux qui roule à fond, je ne sais même pas si elle peut y arriver, à 100 km/h. Ensuite, un supersonique qui fait Mach 1 à 1000 km/h. Et puis un astéroïde qui est vraiment très lent parce qu'il va qu'à 10 000 km/h. Alors si je regarde les ordres de grandeur, le coefficient multiplicateur entre la tortue et la 2 chevaux, on passe de 10 à 100, ça veut dire qu'on multiplie la vitesse qui est de 10 km/h pour la tortue, et on passe à 100 avec la voiture. On gagne un ordre de grandeur. J'espère que là vous arrivez à suivre. Si je passe de la 2 chevaux au supersonique, là encore, on passe de 100 km/h à 1000 km/h, la vitesse est multipliée par 10, on gagne un ordre de grandeur entre les deux. Et ensuite, bien sûr, entre le Concorde et l'astéroïde, il n'y a pas photo. Là, on va encore gagner une décade, c'est-à-dire un ordre de grandeur. On va multiplier la vitesse du supersonique par 1000 pour arriver à la vitesse de l'astéroïde qui est de 10 000 km/h. Est-ce que vous avez compris ça? Le principe, oui. Bon, parfait. Ouais, c'est super. Tant mieux. Je continue. Maintenant, je passe de la tortue sans l'écraser au supersonique. Et là, on passe de 10 km/h à 1000 km/h, c'est-à-dire qu'on multiplie par 100. Et là, ça fait 10 que multiplie 10, ça fait 2 ordres de grandeur. Ensuite, je passe de la 2 chevaux à l'astéroïde.
Moi, j'ai pas peur, hein, je fonce. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai encore un facteur multiplicateur de 100 et ça me donne un gain de 2 ordres de grandeur entre l'astéroïde et la 2 chevaux. Alors, si je pousse encore plus loin, si je compare cette pauvre tortue à l'astéroïde, elle est plus jolie que l'astéroïde, quoi qu'il y ait des ressemblances, mais bon, il y a un facteur 1000. Là, c'est-à-dire qu'on passe de 10 à 10 000. Donc, ça fait 3 ordres de grandeur. C'est 10 fois 10 fois 10. Voilà. Donc là, c'est dans l'ordre de grandeur multiplicateur. Quand on passe à l'ordre de grandeur diviseur, c'est-à-dire qu'on passe de l'astéroïde au supersonique, on va perdre un ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que la vitesse du supersonique est 10 fois moins importante que la vitesse de l'astéroïde. Ça va de soi aussi, on fait la même chose avec la 2 chevaux. La vitesse de la 2 chevaux est 10 fois moins importante que la vitesse de l'avion, et donc on perd encore une décade. Et puis Bertie, elle est toujours la dernière, là, parce que la pauvre, eh bien, elle a une vitesse qui est 10 fois inférieure à la vitesse de la 2 chevaux. On perd une décade. Ensuite, entre l'astéroïde et la 2 chevaux, eh bien, il y a un écart, la vitesse de la 2 chevaux est 100 fois moins importante que la vitesse de l'astéroïde, on perd 2 décades, et puis si je pousse encore plus loin, entre Bertie et l'astéroïde, eh bien, on perd 3 décades parce que la vitesse est 1000 fois moins importante pour la tortue. Est-ce que vous avez pigé ça? Très bien. Bon, génial. Oui, super. Alors là, maintenant, ces ordres de grandeur, ils correspondent, alors bon, je ne sais pas si vous avez fait des études scientifiques, je ne suis pas sûr que tout le monde ait fait ça, mais bon, pour moi ça me parle, et puis peut-être que pour certains d'entre vous ça va les aider. Quand on parle du kilo, le kilo c'est 1000 grammes. Alors 1000 grammes, il y a plusieurs façons d'écrire ça, hein. Il y a 10 par 10 par 10, il y a 1000 pour grammes, hein. Et puis après il y a des puissances. Le kilo c'est 10 puissance 3 grammes. Et 3 ordres de grandeur, et bien, ça correspond au numéro de la puissance. Vous voyez en bas, le kilo, c'est 10 puissance 3, 10 fois 10 fois 10, ça fait 3 ordres de grandeur. Voilà. Alors, cette énergie, finalement, parce qu'il faut bien revenir à nos moutons, là, cette énergie, on a vu qu'elle évoluait vraiment pas mal, et on est obligé quand même de passer à des ordres de grandeur, qui, vous voyez, on passe du kilo au méga, au giga. Le kilo c'est le millier, le méga c'est le million, le giga c'est le billion, et puis à contrario dans les petites tailles ou les petites puissances ou tout ce que vous voulez, on a des millimètres, on a des micromètres et on a des nanomètres. Alors bon, ça fait pas beaucoup le nanomètre, hein, on l'a vu, et un giga c'est énorme. Alors où est-ce qu'on se trouve dans tout ça? Parce que finalement je vous parle de trucs, à la limite vous voyez pas trop où je veux en venir, mais ça va venir tout doucement, je vous rassure. Et déjà, je vais vous montrer où on en est avec la science classique, parce qu'en termes dimensionnels dans la science classique, je dis bien, hein, parce qu'il y a des pointes de recherche qui se font à l'heure actuelle, où ils tentent de déborder. Eh bien, en science classique et même en mécanique ou en tout ce que vous voulez, tout ce qui est dans la vie courante, eh bien, on ne dépasse jamais ou très rarement le méga, c'est-à-dire le million, en termes de dimension, en termes de poids, en termes de puissance, en termes de tout ce que vous voulez. Et on va rarement en dessous du micron. Hein, le micron, c'est le millième de millimètre. Et donc, nous, je dis nous parce que je suis fier de faire partie de ça, dans la science du plasma, eh bien, on déborde largement de tout ça. Largement, largement. Au niveau des énergies, au niveau des dimensions, c'est quelque chose qui est fabuleux. Donc on se défait de cette histoire de matière classique. On a tous été à l'école, on s'est fait embobiner par des mathématiques, par des sciences de la chimie et tutti quanti. On s'est fait embobiner dans de la science qui est de la science classique. On nous a vite mis dans la boîte. Et moi je suis content d'en être sorti, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va en sortir après tout ça. L'interaction entre deux champs. Alors toujours pareil, mémorisez-vous bien les couleurs. Le bleu c'est le gravitationnel, le rouge c'est le magnétique. On sait que le rouge
même s'il est plus petit, eh bien, il est très costaud, il a beaucoup d'énergie très concentrée, alors que le gravitationnel, lui, il est plus tranquille, et donc il vient absorber l'énergie du champ magnétique, et finalement, au bout du compte, quand on a deux champs comme ça, j'en ai parlé tout à l'heure à propos des ganses, quand on faisait des ganses à proximité ou quand on n'était pas bien, eh bien c'est exactement le même principe. Vous imaginez que vous avez à gauche le ganse et à droite c'est vous, eh bien vous interagissez avec le ganse. Et donc, à un certain moment, il y a un équilibre qui se crée, et c'est une condition d'équilibre qu'on appelle MAGRAV, c'est-à-dire magnétique gravitationnel. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle énergie. C'est très important, parce que, bon, pour le moment, vous ne vous rendez peut-être pas compte pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, mais c'est vraiment une des bases. Alors, tout à l'heure, on a vu la première règle, vous vous souvenez, hein, c'est l'énergie la plus forte nourrit la plus faible. Là, on en a typiquement l'exemple, et donc ce champ MAGRAV, eh bien, il va nous permettre de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ça vient de où le nom MAGRAV? C'est la contraction de magnétique et gravitationnel. Ah d'accord, merci, excusez-moi. D'accord, merci. Donc, ensuite, si on fait le bilan des états du plasma qu'on a vu ce soir, on a vu un premier état qui s'appelle l'état matière avec un petit m. Et donc je vous ai mis en face une photo, puisqu'on parle de cuivre, vous avez une mine de cuivre devant vous qui d'ailleurs dénature beaucoup l'environnement, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, même bien que ça me chagrine. On a quand même besoin de cuivre aussi, et donc là pour extraire ce cuivre et puis pour quand même l'avoir à disposition, eh bien le transfert d'énergie, c'est-à-dire l'extraction et tout le reste, ça se fait par chaleur et électricité. Donc ça vous parle, parce que bon, c'est comme pour le charbon, il faut extraire, et donc l'humain est conditionné de telle manière que ça se fasse comme ça. C'est vraiment préhistorique, mais c'est comme ça. Ensuite, on a quand même l'état matière avec un grand M. Et là on est dans le domaine pratiquement de l'invisible, et par contre, on sait qu'on a ces fameux champs magnétiques et gravitationnels, ces champs MAGRAV, et là, on est en transfert d'énergie par la physique nucléaire. Alors, pour le moment, je vous demande d'admettre ça, et on le verra en détail dans les prochaines sessions. Ensuite, l'état nano. Eh bien, l'état nano, on a vu il y a 2 minutes que cet état, il est... je dirais pas qu'il est bancal, bien au contraire. Mais on est déjà dans la physique du plasma pour les transferts. C'est-à-dire que cette histoire de revêtement de carbone, on le verra plus tard, mais vous allez voir que on est déjà dans la physique du plasma. Ensuite, on va encore un petit peu plus loin. Et puis, on a l'état de Gans, et là, on est dans la dynamique du plasma. C'est-à-dire qu'il y aura des échanges qui se font entre les deux plaques que j'ai présentées au début. On va avoir cette dynamique qui va vraiment secouer les foules là, et qui va donner beaucoup d'énergie. Voilà. Et ensuite, cette énergie qui est dans le Gans, vous vous souvenez, tout à l'heure je l'ai dit, il est à perpétuité ce Gans, hein, et il a toujours une énergie très forte. Alors quand on regarde les facteurs d'échelle, les changements qu'il y a par rapport au gain, eh bien si on part d'un état matière qui est égal à 1, au minimum, un état matière avec le petit m, hein, qui est égal à 1, au minimum, quand on va avoir l'énergie de cette matière sous forme de plasma, eh bien on va avoir un état d'énergie qui va être multiplié par 10 au minimum. L'état nano, ça va encore le multiplier. On va avoir un ordre de grandeur minimum de 2, c'est-à-dire que l'énergie du départ, elle est multipliée déjà par 100. Quand on est dans un Gans, elle est multipliée par 1000. Et ensuite, dans les états de plasma, comme vous avez ici, c'est une petite boîte dans laquelle il y a des Gans et qui fournit du plasma. On n'aura pas trop l'occasion d'en reparler, mais bon, c'est un système qui est à l'étude à l'heure actuelle. Eh bien, on a 10 000 fois l'énergie de la matière initiale. Alors ça,
Ça a été mesuré en laboratoire. Moi, je suis exactement ce que dit M. Kesch, et puis je le vérifie chez moi parce que j'ai aussi un labo. Je fais beaucoup d'expériences et je suis en train de m'émerveiller sur le résultat qu'on a à l'heure actuelle. Voilà. Alors n'oublions pas quand même que le corps humain, c'est quand même aussi un nanomatériau dans la mesure où on a toutes nos cellules qui sont nanométriques et peut-être même, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, je pense que nos cellules sont toutes petites bien sûr, et on crée aussi des gans, hein, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous nourrir, bon, j'espère avec de la bonne nourriture, vous vous nourrissez, vous avez tout le système digestif qui agit. Vous avez donc une partie qui est rejetée, et puis l'autre partie, en fait, comme la nourriture contient beaucoup de nutriments, eh bien les champs de ces nutriments vont alimenter, pour faire très simple, ils vont alimenter aussi votre organisme. Donc on est dans un système multifonctionnel, merveilleux, parce qu'il fonctionne tout seul, on n'a pas besoin d'actionner des boutons pour que tout ça se passe. C'est quelque chose de génial. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ce soir? Eh bien, l'état énergétique, bien sûr, le plus fort nourrit le plus faible. Ça, j'ai pas fini de vous le redire. Si vous revenez me voir la semaine prochaine et même après. Après, quand on change d'état, on vient de le voir, là, on passe d'un état, par exemple, nano à un état de Gans, eh bien, on va avoir à chaque fois un état énergétique qui est multiplié, ou qui est réduit. Si on revient en arrière, on peut très bien revenir en arrière, hein, parce que c'est réversible. Hein. Et bien à chaque fois, on a un facteur 10 minimum. Et donc cet état énergétique, il peut se modifier tout seul, il ne faut pas oublier ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a la main de l'homme, comme vous avez pour le cuivre, mais il y a des cas qu'on n'évoquera pas ce soir, mais on peut avoir un état énergétique qui se modifie, qui se dégrade. Et donc là, il s'agit d'un déclin, c'est-à-dire qu'on va perdre au niveau des ordres de grandeur. Ou alors s'il y a une création, c'est-à-dire que si on passe justement du cuivre, par exemple, au carbone, mais il y a plein d'autres choses, hein, mais enfin c'est l'exemple que vous avez ce soir, eh bien vous aurez une création et qui va décupler l'ordre de grandeur. Alors après, on peut aussi faire des changements d'énergie, on verra ça. Sans consommer d'énergie. Alors bon, c'est un peu particulier, mais ça existe et c'est très très bien pour certaines applications. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, mais je vous ai montré plusieurs états énergétiques qu'on pouvait palper physiquement, c'est-à-dire que nous, humains, on peut les voir, on pourrait les toucher. Les gants, il ne faut jamais les toucher d'ailleurs, hein, parce que c'est tellement énergisant que ça pose des problèmes, il ne faut jamais les avaler non plus. On verra ça si vous me posez des questions plus tard, mais on utilise l'eau plasma. On verra ce que c'est que l'eau plasma aussi. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que les transferts d'énergie qui se passent dans l'invisible pour nous, hein, sont beaucoup plus puissants que les transferts d'énergie qui se passent dans le visible. Et ça, de plusieurs ordres de grandeur. Hein. Donc c'est très important. Alors il y a autre chose aussi, c'est que quand vous faites le plein de votre voiture, vous faites le plein de votre réservoir, vous allez faire 100 km, il vous reste de l'essence dans le réservoir. Si j'avais une voiture qui marche au plasma, eh bien le plasma me donnerait essentiellement ce que j'ai besoin pour faire 100 km, ni plus ni moins. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que le plasma qu'on a ici sur Terre, eh bien c'est le plasma de l'univers, c'est-à-dire qu'on est lié à l'éthique de l'univers par tout un tas de choses qu'on ne voit pas, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans le système solaire et qu'on a toute la contribution de ce système solaire, de l'univers, de la Voie lactée, de l'univers et des univers. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'éthos, c'est équivalent à éthique? Oui. D'accord. Alors, on va terminer par quelque chose qui me tient aussi à cœur, parce que M. Kesch est quand même là-dessus, je le suis à 100%. Vous connaissez tous, je suppose, cette équation, E égale mc2. C'est Albert Einstein qui a écrit ça.
E, c'est l'énergie, M, c'est la masse, et C, c'est la vitesse de la lumière. En d'autres termes, l'énergie est égale à la masse que multiplie la vitesse de la lumière au carré. Bon, ça, on est encore dans la boîte que je vous ai décrite tout à l'heure. Mais cette équation, alors je ne sais pas si vous avez fait des maths, mais peu importe, il faut m'en croire si vous n'avez pas fait de maths, et puis ceux qui en ont fait vont savoir tout de suite que cette équation, on peut la tripoter un petit peu. Et donc on peut dire aussi que la vitesse de la lumière au carré, c'est l'énergie divisée par la masse. Alors là, il va y avoir, il y a déjà un gros problème entre la physique quantique et la physique classique, parce que je viens de vous dire, si vous avez été attentif, que l'énergie, elle varie. La masse, eh bien aussi, elle peut varier, on verra ça. Et donc ça veut dire que la vitesse de la lumière, eh bien, c'est pas une constante. Et là, il y a beaucoup de labos qui sont là-dessus. Mais pour moi, c'est évident. Alors on en reste là pour ce soir, là-dessus. Je voulais simplement aussi faire donc une transformation de cette formule classique. Hein. Monsieur Kesch, il a validé en disant que l'éthique, c'était la moralité que multiplie la compassion et le courage. Alors bon, je ne vais pas faire de la philosophie là-dessus parce qu'on en aurait pour jusqu'au milieu de la nuit, mais il a raison. Et parce qu'en fait, au niveau de la moralité, l'humanité n'a pas compris la leçon sur la moralité. Moi, je suis désolé, quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est évident. Et donc, pour nous, il y a tout cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est-à-dire qu'on doit veiller, bien sûr, au bien-être de notre existence, mais il faut absolument que ça ne soit pas au détriment des autres. Hein. Alors, je ne vous fais pas de morale ni rien, là. Je vous dis simplement notre état d'esprit à la Fondation. On travaille là-dessus tous les jours. Hein. Et je sais que chez Grégory Grabovo, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Peut-être pas tout à fait dans cette acception, mais c'est la même chose. Le transfert d'énergie qu'il y a, je viens de vous dire qu'on était tous en lien avec l'univers, toutes les énergies. Eh bien, le transfert d'énergie, il est en très grande partie utilisé pour quelques personnes, et puis tous les autres voient passer le train sans monter dedans. Et ça, c'est très regrettable. Et d'autant plus que, en fait, ce qui se passe, c'est que cette énergie qui est distribuée à très peu de monde, eh bien, elle nous est aussi, ils récupèrent aussi notre énergie. Il faut bien comprendre ça, hein, c'est très important. Et si on ne donne pas notre énergie, il y a bien sûr des solutions qui sont radicales, on le voit tous les jours. C'est mentir, tricher ou créer des conflits. Hein. Et puis, finalement, tout ça, au sens où je vous l'ai décrit ce soir, c'est ce qui perturbe tous les transferts d'énergie plasma. Parce que, comme je vous ai dit, vous faites un gans, vous êtes de mauvaise humeur, vous avez mal dormi, vous êtes fatigué, et bien votre gans, eh bien, il n'aura pas l'énergie que vous demandez. Et bien là, c'est pareil, parce qu'il y a tellement de conflits énergétiques qui sont néfastes, et bien ça appauvrit un petit peu les transferts d'énergie plasma. Parce qu'on est en guerre perpétuelle, et puis bien sûr, c'est celui qui a le plus gros canon qui prend le dessus, quoi. Donc ça, tout ça, pour nous, il faut que ça cesse. Et donc, cette espèce de maladie, comme je l'ai appelée, est une grosse énergie plasma qui est caractérisée, puisqu'on parlait d'énergie jusqu'à présent, d'ordre de grandeur, et bien elle a un ordre de grandeur vraiment très faible, hein, et on a un niveau d'énergie qui est très bas. Voilà. Alors, bien sûr, si vous voulez vous impliquer dans cette nouvelle science, il faut que vous compreniez que le nouveau besoin, c'est de regarder devant, et puis sans se retourner pour nous vers le passé, hein, pour la réussite de tous. Et dans cet état d'esprit, c'est sûr que toute la communauté en bénéficiera. Nous, quand on fait des stages ici, on voit une espèce d'émulation qui se fait tout de suite, parce que, comme tous les gens qui sont ici aujourd'hui, je suppose, hein, vous êtes dans un état d'esprit positif, et ça, c'est vraiment une force, une énergie qui est extraordinaire, et je vous en remercie à l'avance. Parce que quand toute l'équipe est animée dans cet état d'esprit, elle agit déjà comme une seule entité, ça on verra aussi les entités d'énergie au niveau des atomes, c'est extraordinaire.
Et là, bien sûr, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Et en fait, cette énergie, vous pouvez la puiser dans l'univers parce que c'est l'univers qui vous la donne. Et c'est ça le secret. Vu de notre fenêtre. Hein. Alors bien sûr, les âmes, comme je l'ai mis pour ce dernier diapo, elles transportent cette connaissance. Mais bon, les âmes, normalement, ne portent pas de mauvaises choses. Et puis là, vous allez avoir des nouvelles pensées, surtout pour ceux qui pratiquent. Et puis ceux qui pratiqueront après, vous aurez une nouvelle pensée par rapport aux champs énergétiques. Et là, vous allez faire un saut quantique par rapport à tout ce que vous connaissez jusqu'à présent. Hein. Et rien que de faire ce choix-là, eh bien, c'est un champ d'énergie plasmique qui vous honore. Hein, parce que finalement, la paix et l'harmonie sont un choix. Et n'oubliez jamais que l'harmonie que nous en recherche, eh bien, on est persuadé que cette science du plasma est proposée en échange de la paix mondiale. Voilà. Je crois que tout est dit là-dessus parce que en peu de mots, vous voyez ce que nous pensons au niveau de la Keshe Foundation sur le sujet. Alors je vous remercie de votre attention. Alors je vous donne un rendez-vous, je ne sais pas s'il y aura du monde, j'espère vous venez nombreux pour continuer le chemin. Alors peut-être que ça ne vous a pas plu, je ne sais pas, mais le 1er avril, et vous avez vu, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, l'état nanométrique on fera, dans sa plus belle expression. Je vous remercie de votre écoute et puis je suis à votre disposition si vous voulez des renseignements. Merci Joël. Avec plaisir. Merci Joël. Pour avoir le PDF, on t'envoie un email. Oui. Ah oui, je vais vous mettre mon email, au fait. Alors, oui, hop, pour avoir tes coordonnées. Oui. Est-ce que le replay sera sur BitChute? Oui. Oui. Oui, c'est Jean-Sébastien qui va s'en occuper, mais le pauvre, il a beaucoup de travail, alors je ne veux pas le solliciter avec ça et puis le tanner avec ça. Est-ce qu'on peut donner l'information de ton cours? Est-ce qu'on peut dire que ce cours existe et le proposer à d'autres personnes? Oui, mais à condition qu'il faudra que je refasse des sessions quand même. Merci Joël. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je peux avoir aussi le PDF, Joël? Je vous envoie, vous l'avez là. Association emg33@gmail.com. Si Joël, merci. C'est un magnifique cours. Magnifique cours. Merci à vous. Très intéressant. À approfondir. Ben ouais, je vous invite à venir le jeudi 1er. m'accompagner jusqu'au, je crois, vers la mi-mai. On verra. Voilà. Joël, c'est le jeudi, c'est comme aujourd'hui alors, le jeudi 1er avril? Oui. Ah ok, merci même beaucoup. Au même endroit et puis à la même heure. Hein. 20h. 8h pour moi. 8h pour moi. C'est ça. Merci beaucoup et merci aussi à Jean-Sébastien. Oui, un gros merci. Jean-Sébastien qui a tout géré. Merci Joël. Merci Joël, c'était super. Merci Joël. Merci Joël. Bonsoir à tous. Merci Joël. Avec plaisir. Tu m'impressionnes toujours. Avec plaisir.